Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Ferenc Almassi, qui est rédacteur en chef du Visegrad Post. Ferenc Almassi, bonjour. Bonjour. Alors, ma première question est une question qui concerne l'actualité fraîche, hein. Vous étiez aux cérémonies du 11 novembre en Pologne, décrite par l'agence France Presse comme une manifestation d'extrême droite organisée par des ultranationalistes. Vous qui avez été sur place et qui connaissez les raisons de cette manifestation, est-ce que vous pouvez revenir dessus, sur son origine et sur ce qu'il s'est passé à cette occasion le 11 novembre cette année? Alors, le 11 novembre, c'est une date que les Français connaissent bien, puisque c'est la date de l'armistice de la Première Guerre mondiale. C'est cette date-là qui a été retenue par les Polonais pour être le jour de l'indépendance, puisque le 11 novembre 1918, la Pologne recouvre son indépendance après 123 ans de partage entre l'Allemagne, la Russie et l'Autriche-Hongrie. Donc, c'est une date qui est très importante pour les Polonais. Euh, et depuis 12 ans maintenant, aussi, oui, 12 ans, il y a une marche organisée par une organisation nationaliste qui s'appelle la Marche de l'Indépendance, tout simplement, et qui au début réunissait quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes, et maintenant, désormais, réunit toujours au moins 100 000 personnes et transcourant et dépasse complètement le cercle des nationalistes. C'est une marche à laquelle il y a des personnes âgées, des familles, des gens qui ne votent pas, nationalistes, des gens qui ne sont même pas forcément de droite d'ailleurs, hein. J'en ai déjà rencontré lors de ces marches, j'en ai fait un certain nombre. Donc c'est devenu une institution quelque part, ce qui a qui d'ailleurs, pardon, qui d'ailleurs, durant ces premières années, se déroulait souvent avec des gros problèmes, puisque les autorités libérales qui étaient alors au pouvoir, progressistes qui étaient au pouvoir à l'époque, il y a encore 6 ans, s'opposaient à cette marche et donc utilisaient la provocation et la répression policière. Et ça se terminait souvent au canon à eau, au gaz lacrymogène, etc. Depuis que le PiS, donc le parti social-conservateur et chrétien, depuis que le PiS est au pouvoir, depuis 2015, l'automne 2015, il n'y a plus aucun heurt, puisque les consignes sont données à la police de laisser l'événement se dérouler correctement, de ne se concentrer que sur quelques éventuels provocateurs ou imbéciles qui pourraient faire des problèmes. C'est ce qui se passe chaque année. Il y a une ou deux personnes qui sont interpellées avant qu'elles fassent trop de bêtises et les 150 000 personnes marchent dans la paix sans aucun problème. Il n'y a plus aucune attaque de la police et c'est vraiment devenu du coup un événement familial que je pourrais même qualifier de mainstream en réalité, au grand déplaisir de certains qui voudraient l'interdire parce que c'est un symbole de patriotisme assumé Alors, et que la Pologne n'est pas non plus un pays où tout le monde est patriote et nationaliste, hein. Il faut être oui. clair là-dessus. Et quand je dis nationaliste, on parle des nationalistes polonais qui s'inscrivent dans une vision historique de leur propre nationalisme, qui dénonce le fascisme. Pour eux, le fascisme et le communisme sont deux faces d'une même pièce. Donc, les traités de fascistes ou de nazis, c'est absolument absurde et scandaleux, complètement, c'est factuellement faux, et c'est quelque chose qu'ils prennent très très mal. Oui, donc on n'est pas du tout dans la manifestation d'extrême droite comme décrite par l'AFP. Pourquoi vous pensez que l'agence France Presse prend un malin plaisir, on a l'impression parfois, à déformer ce qui se passe en Europe centrale, sachant aussi d'ailleurs que je crois que c'est le maire de Varsovie qui lui aussi qui est plutôt de gauche et qui voulait s'opposer à la manifestation, mais qui n'a pas vraiment eu le choix. Donc il y a une espèce d'alliance comme ça entre progressistes des deux côtés de l'Europe, non? Oui, tout à fait. Alors, on pourrait dire que c'est de bonne guerre, mais on peut quand même déplorer les méthodes. C'est-à-dire que, si vous voulez, la manifestation, en effet, a été interdite par ce qu'on appelle le président de la ville, donc le maire, Rafał Trzaskowski, qui est en effet un libéral, un progressiste assumé,
il avait voulu interdire la marche, évidemment sous prétexte Covid, parce que c'est le prétexte parfait pour tout interdire. Mais le gouvernement est intervenu et a dit que, alors du coup, ce n'était pas une manifestation civile, mais d'État. C'est-à-dire que le gouvernement a pris officiellement en main l'organisation de l'événement, officiellement, parce qu'en fait, il a laissé aux nationalistes, et a dit que c'est un événement d'État, et donc que la ville ne pouvait pas interdire cet événement. Ça a été la façon de contourner l'interdiction cette année. Et dans leurs négociations, les patriotes du parti Confederacia ont réussi ensemble avec les nationalistes qui organisent la marche, ont réussi à garder le droit de parler à la fin de l'événement. Personne du gouvernement n'a parlé sur la scène à la fin de la marche. Donc ça a été une très grande réussite qui est le fruit d'une coopération intelligente entre les différentes droites polonaises. Voilà. Et de l'autre côté du spectre, oui, il y a aussi une alliance entre les différents progressistes. Et le maire de Varsovie, qui évidemment veut interdire cette marche depuis des années, et pensait réussir, et dans les dernières 24 heures, son plan a échoué, eh bien, il s'est rabattu sur ses alliés, c'est-à-dire évidemment la presse occidentale, pour pouvoir faire pression de l'extérieur sur le gouvernement polonais. Et je crois qu'à l'AFP, écoutez, il faut demander aux journalistes de l'AFP, mais moi, je pense qu'il y a un mélange entre une certaine paresse intellectuelle qui fait qu'il rédige pas après avoir été sur le terrain, sans avoir été sur le terrain, pardon, d'une part, et d'autre part, un biais idéologique qui fait que ils vont qualifier très facilement quiconque d'extrême droite si on n'est pas d'accord avec eux. Et avoir un drapeau, c'est être d'extrême droite. Et défendre la famille traditionnelle, c'est être d'extrême droite. Voilà. Donc, je crois que c'est aussi simple que ça. Alors, autre sujet polonais, Ferenc Almasi. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du Visegrad Post, journal qui couvre en français, en anglais et en allemand l'actualité d'Europe centrale, qui donne un regard inédit sur ce qui se passe en Europe centrale, en Hongrie, en Slovaquie, en Pologne, dans tous les pays de l'Est, enfin d'Europe centrale, pardon. Oui, alors vous étiez donc le 11 novembre à Varsovie. Avez-vous eu l'occasion de discuter avec des responsables politiques, avec des citoyens également sur ce qui se passe à la frontière et notamment sur cette tension migratoire et ces tensions vis-à-vis de la Biélorussie et quel regard vous portez et vous avez perçu là-dessus? Oui, bien sûr, c'est un sujet chaud dont tout le monde parle. Écoutez, cette crise migratoire donc à la frontière, elle est réelle. Maintenant, on peut discuter, il faut discuter de ses raisons, de la manière dont elle est apparue et de ce qu'elle peut. Est-ce que c'est une crise qui va durer? Déjà, les raisons, il faut bien voir que la Pologne a fait, selon moi, un impair l'année dernière en soutenant ouvertement les opposants au président biélorusse Loukachenko et opposants qui ne sont pas arrivés au pouvoir. C'est-à-dire que si on veut être cynique, on pourrait dire qu'un pays ne devrait pas soutenir des opposants qui n'arrivent pas au pouvoir. Du coup, elle a de très mauvaises relations avec la Biélorussie, en particulier depuis ces événements, depuis l'été 2020. Et il y a tout un paquet d'autres choses. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la situation s'est envenimée pas mal entre la Pologne et la Biélorussie sur la dernière année en particulier. Et il y a eu aussi, en plus de cela, des conflits entre Loukachenko et l'Union européenne. Il y a des sanctions qui ont été votées contre Loukachenko. Il avait prévenu que s'il y avait des sanctions contre lui, il se vengerait et il provoquerait une vague migratoire. Eh bien, il a tenu parole. Les sanctions ont été votées et il a organisé, parce que c'est clairement quelque chose qui est organisé de A à Z, il a organisé l'importation de migrants irakiens, yéménites, syriens, égyptiens, etc. Organisé, quand je dis organisé, c'est-à-dire qu'il y a eu de nouveaux vols aériens
aérien organisé entre les villes Il a fait un pont aérien, en fait. et Minsk. Il a fait des ponts aériens, notamment en utilisant Belavia, la compagnie nationale. Donc les migrants ont été importés. Alors là, attention, on ne parle pas du tout de miséreux, puisque la plupart de ces gens ont dû débourser plusieurs milliers d'euros pour pouvoir se rendre jusqu'à la frontière polonaise. La plupart de ces migrants aujourd'hui ne sont pas à la frontière, mais à Minsk, en attente de signal des passeurs, et sont dans des hôtels. Voilà, il y a beaucoup de témoignages qui le rapportent. Et ils sont très sagement dans les hôtels, parfois même à travailler sur leur ordinateur portable ou avec des téléphones dernier cri. Donc, ça peut être surprenant pour des Occidentaux et surtout, ça contrevient beaucoup à la narration misérabiliste qu'on peut entendre dans certains médias, comme quoi ce sont des gens qui fuient la guerre, la faim, etc. Non, pas du tout. Là, en l'occurrence, ce sont vraiment des gens qui ont des moyens. On parle en fait de gens qui sont essentiellement de classe moyenne, voire plus, mais plutôt classe moyenne dans leur pays d'origine, et qui ont cru des mensonges comme quoi ils pourraient rentrer facilement dans l'Union européenne. Et en fait, ils ont été manipulés et ils se retrouvent bloqués à la frontière puisque la Pologne ne les laisse pas rentrer, puisqu'il s'agirait d'entrée illégale. Quiconque peut déposer une demande d'asile. Il y a toutes sortes de procédures pour l'immigration légale, mais ce n'est pas le cas. Alors, ces gens-là, évidemment, ne veulent pas rester en Pologne. Donc, la Pologne joue un peu le même rôle que la Hongrie en 2015, lorsque sur la route des Balkans, Viktor Orban avait arrêté le flot migratoire qui venait des Balkans à travers la Hongrie pour aller vers l'Ouest, en particulier l'Allemagne, la Scandinavie, la France. Mais donc là, il y a une pression qui est quand même beaucoup moins forte. Là, on parle de quelques milliers de personnes en tout, jusqu'à 15 000 selon certaines estimations. Et en réalité, à la frontière, il y a à peine quelques milliers de personnes. Très difficile d'avoir des chiffres exacts. Je rappelle aussi que le gouvernement polonais, alors à juste titre, même si moi je déplore parce que du coup je ne peux plus aller à la frontière, le gouvernement polonais a interdit à la presse, aux ONG et aux non-résidents de se rendre dans les régions frontalières pour éviter notamment ce qu'il y avait eu en 2015, à savoir que des ONG avaient en fait servi de passeurs, en réalité, ou avaient aidé des migrants en leur donnant toutes sortes de conseils pour pouvoir passer illégalement la frontière. Donc le gouvernement polonais a appris des Hongrois. Il y a un retour d'expérience de la sécurisation de la frontière sud de la Hongrie depuis 2015, puisque ça continue, et a réagi très vite et a aussi très bien communiqué dessus, et c'est quelque chose qui se voit dans les sondages. Pour être très honnête, la communication du gouvernement polonais est peut-être un peu excessive sur le danger que représente cette vague, parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment une vague, c'est plutôt un coup de pression et assez localisé. Mais il y a une communication très efficace du gouvernement polonais sur cette situation. Les tensions sont réelles, cependant, et la gestion du gouvernement polonais est aussi très efficace et très correcte. Il n'y a pas de débordement. L'armée polonaise est extrêmement professionnelle, et ce, malgré des provocations, c'est-à-dire de l'autre côté migrants, et la Biélorussie d'ailleurs les a poussés à ça, là aussi. Il y a eu toutes sortes de provocations, des jets de projectiles, des arbres qui ont été coupés pour les faire tomber sur les barbelés et la frontière, enfin bref. Voilà, donc il y a de vraies tensions, mais ça reste quand même quelque chose de tout à fait gérable. Il n'y a pas du tout de possibilité que l'armée polonaise soit débordée et on n'est pas dans la situation de la Hongrie en 2015. Voilà, rien à voir, parce que là, il y avait un flot continu, c'était pas du tout les mêmes proportions. Voilà, c'est ça qui est important. Dans l'actualité de l'Europe centrale, il y a quelque chose aussi de très intéressant cette semaine. Vous l'avez d'ailleurs relevé sur Visegrad Post. C'est l'appel d'une centaine d'intellectuels hongrois en faveur à propos de la gestion de l'épidémie de Covid-19. Ces intellectuels qui estiment que les mesures restrictives sont totalement disproportionnées. Et c'est vrai que vu
on a vu de l'Ouest, on a l'impression que finalement Viktor Orban fait la même chose qu'un Emmanuel Macron, qu'une Angela Merkel, et ça va de plus en plus loin dans les restrictions. Est-ce que vous pouvez nous parler des mesures en Hongrie et puis de la façon dont la population les vit? Parce que c'est vrai que là, on a l'impression en France, nous, de vivre depuis 2 ans dans une prison, alors avec beaucoup de gens qui l'acceptent et qui même ont quasiment, j'ai envie de dire, aiment ça, puisque les non-vaccinés, les antipasses sont les nouveaux hommes à abattre. Mais comment ça se passe pour vous en Hongrie? Alors, la mentalité est très différente. D'une manière générale, en Europe centrale, en particulier en Pologne et en Hongrie, il y a eu moins de restrictions qu'en France. Et surtout, il y a beaucoup plus de réticence des autorités à recourir au pass. C'est-à-dire qu'il existe aussi, comme partout dans l'Union européenne, hein, puisque c'est quelque chose qui est au niveau de l'Union européenne, mais il y a une utilisation minimale. Et pour être très honnête, la plupart des événements où il est demandé, officiellement, en réalité, il n'est pas vraiment demandé. Voilà. Donc, il n'est pas contrôlé assidûment. On va dire ça comme ça. Donc, tout ça pour dire qu'en Hongrie, bon, au printemps 2020, lorsque tout ceci a commencé, il n'y a pas eu d'interdiction de sortir. Les autorités, Viktor Orban a demandé aux gens de rester chez eux autant que possible. Et les gens ont été extrêmement, comment dire, ils ont respecté ça de manière drastique, sans aucune interdiction. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune punition prévue si on sortait, etc. Mais simplement, ils demandaient aux gens. Donc les gens ont pris au sérieux, ils sont restés chez eux. Ensuite, on a eu l'été 2020, où c'était l'été de la victoire sur le virus. Et puis à la fin de l'été, finalement non. Et donc là, il y a eu les masques qui ont commencé à devenir obligatoires. Et donc là, il y avait très peu de gens qui osaient s'opposer. Sur le plan, chez les juristes, il n'y avait personne. Chez les journalistes, très peu. Nous, on est les quelques rares en Hongrie, au Visegrad Post, à s'être ouvertement prononcé contre ces mesures, déjà à cette époque. Et donc, il y avait très peu de gens qui osaient parler contre ça, parce qu'en réalité, beaucoup de gens encore pensaient que c'était temporaire, qu'il fallait juste, n'est-ce pas, tenir 2 semaines, ou tenir 2 mois, ou tenir jusqu'à Noël. Et puis, on a eu ensuite quelque chose de très intéressant. C'était fin octobre 2020. Viktor Orban a dit, dans une allocution, que quoi qu'il arrive, il ne voulait pas plus de mesures restrictives. Une semaine plus tard, Trump perd les élections. Et là, on se prend en Hongrie une fermeture de tous les lieux de sociabilisation pendant 6 mois. Voilà, donc pendant 6 mois, la Hongrie était fermée, et que ce soit les bains, les bars, etc. Ça a été un choc, puisque Viktor Orban a toujours été très intelligent dans sa communication, a toujours été très prudent, et n'a jamais promis de choses qu'il ne pouvait pas tenir. Et donc là, le fait qu'il y ait quelque chose de la sorte, ça a été surprenant pour beaucoup d'observateurs, pour nous aussi, puisque ça contrevient à tous ses intérêts, à son image, à sa stratégie politique, ce qui a très clairement fait penser qu'il y avait des agissements du gouvernement hongrois sous pression extérieure. Ensuite, donc, après ces réouvertures au mois de mai 2021, le masque a commencé à être retiré au mois de juin, et à partir du 2 juillet 2021, le masque n'a été plus obligatoire que dans les centres médicaux. Et le masque donc avait disparu de nos vies, en fait, depuis début juillet. Et le pass n'était demandé que à partir de début juillet, n'était demandé que pour les événements de plus de 500 personnes, etc. Et donc, depuis début juillet, on vivait une vie presque normale en Hongrie. Et puis, sous la pression des médias progressistes, qui sont toujours ultra-covidistes, l'opinion a commencé à basculer, puisque quoi qu'on dise, Orban ne tient pas la presse, et s'il arrive à imposer certains thèmes, il ne maîtrise pas les plus gros thèmes. Le Donc, thème du Covid, par exemple,
Vous Il pensez, est toujours vous pensez que ce sont les médias mainstream de Hongrie qui ont influencé l'opinion clairement sur et qui ont très clairement, évidemment, évidemment. Si on observe les médias de plusieurs pays, ce qui est mon cas, on voit très nettement que les médias progressistes hongrois se font l'écho des médias progressistes occidentaux, en particulier américains et allemands, et ils ont une très grande influence. Et du coup, tout simplement, à moins de 6 mois des élections, il y a aussi un certain pragmatisme ou un certain cynisme. Lorsque Viktor Orban voit dans les sondages que la majorité des gens voudraient à nouveau qu'il y ait le masque, il leur dit voilà pour vous. Voilà, le masque est à nouveau donc nécessaire. Et donc, parce que clairement, il y a quelques semaines, il disait que le masque ne servait à rien, en fait. Donc, et que seule la vaccination est la solution. Alors, en revanche, là-dessus, il est très orthodoxe par rapport à la doxa covidiste. Donc, il dit bien que la seule solution, c'est la vaccination, que s'il y a une 4e vague, c'est sous-entendu la faute des non-vaccinés, que ceux qui ne sont pas vaccinés vont certainement mourir. Bref, là-dessus, il dit exactement la même chose, voire pire, que ce qu'on peut entendre à l'Ouest ou en France en particulier, où Macron, pour le coup, est peut-être plus prudent sur ce sujet-là parce qu'il y a une plus grande contestation. En revanche, voilà, il y a maintenant qu'il y a à nouveau ça, après 6 mois, si vous voulez, de retour à la normale, presque retour à la normale, le fait qu'on reparte pour un tour, là, il y a enfin des gens qui se réveillent un peu, il y a enfin des gens qui commencent donc à critiquer toutes ces mesures et à dire que il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans toute cette histoire, il y a beaucoup trop d'incohérences et que dans les mesures, il y a trop de choses qu'on applique alors qu'on n'a aucune preuve de leur efficacité, voire on a même en revanche des preuves de leur nocivité, que ce soit sur l'économie, l'équilibre psychique des gens, etc. Et donc, il commence à y avoir à gauche et à droite des gens qui critiquent ces mesures. Mais dans la population générale, si vous voulez, il y a une sorte de fatalisme où en fait, on accepte tout et puis ensuite on triche discrètement. Mais il n'y a pas l'idée de se rebeller contre ce genre de choses puisque il y a un fatalisme qui pour moi est hérité de l'histoire et en particulier l'histoire récente, c'est-à-dire sous le communisme. Oui, c'est ça, c'est la débrouille et le oui-oui un petit peu adopté face aux C'est ça, c'est autorités. dire oui aux autorités, accepter qu'on ne peut pas changer ces choses-là, et ensuite, dans la vie de tous les jours, gruger. Voilà. Et ça, c'est clairement une mentalité héritée du communisme, et qui, dans cette situation, ressort et est très visible. Alors, Ferenc Almassi, une autre question sur toujours d'actualité, hein. La Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la loi hongroise dite Stop Soros, qui avait été adoptée en 2018 et qui visait à lutter contre l'influence des ONG pro-immigration de masse, pro-LGBT. Alors, cette Cour de justice a estimé qu'elle était contraire aux droits de l'Union européenne. Concrètement, quelles vont être les répercussions en Hongrie? Est-ce que cette loi va être abandonnée? Est-ce qu'on va aller vers un clash avec des menaces d'amende comme ça touche déjà la Pologne actuellement? Qu'est-ce qui va se passer? C'est difficile de prédire ce qui va se passer. Le gouvernement hongrois peut très bien décider de reculer là-dessus pour ensuite revenir avec une nouvelle loi et relancer un processus qui va durer des années. Il l'a déjà fait par le passé. Donc il y a toujours cette espèce de ping-pong entre les institutions de l'Union européenne et le gouvernement hongrois. Et c'est aussi vrai pour le polonais maintenant. Donc, à voir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Personne ne peut le dire pour l'instant. En Hongrie, on n'en parle pas beaucoup de ce sujet. Même la presse d'opposition n'en parle pas beaucoup, justement parce que ce n'est pas encore quelque chose qui est déterminant. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'est même pas clair si la Hongrie aura une amende ou pas, par exemple. Donc je pense que si je me souviens bien, je crois qu'il dans le jugement, il y a quelque chose comme quoi si la Hongrie ne se conforme pas dans les Il y aura meilleurs des délais, jours amendes. Il y aura des jours amendes. voilà, il y aura une amende. Mais ça veut dire que pour l'instant, rien n'est fixé encore. Donc je crois que
c'est quelque chose qui est loin d'être terminé. Et dans ce genre d'affaires, le gouvernement hongrois va faire traîner au maximum. Et si à un moment, ils doivent reculer, ils annuleront la loi et ils en voteront une autre dans la foulée qui relancera toute une procédure. Donc voilà, ils jouent sur la ligne. Et je pense que c'est comme ça que ça va se passer aussi pour cette loi. Et tout simplement, le gouvernement hongrois va pas lâcher. Il trouvera simplement de nouveaux moyens pour contourner cet activisme en faveur des ONG de George Soros, cet activisme des institutions européennes, tout simplement. On a vu ces dernières semaines de nombreux échanges entre la France et la Hongrie, notamment au niveau politique. On a vu la venue d'Éric Zemmour, la venue de Marine Le Pen, la venue de Marion Maréchal, la venue de nombreuses personnalités. Nicolas Bay aussi. Nicolas Bay, donc une personnalité plutôt marquée bien à droite en France, si j'emploie le langage mainstream. Quelle est la vocation de ces échanges vus de Hongrie, puisque ça a été notamment sollicité aussi par le gouvernement hongrois. Donc, quelle est l'ambition à travers ces échanges? Oui, en Hongrie, si vous voulez, ce n'est pas du tout des personnalités qui sont choquantes. En Hongrie, c'est simplement des personnalités de droite. Et comment dire, et dans les cercles pro-gouvernementaux, ou chez les soutiens de Viktor Orban, ou d'une manière plus générale, on va dire à droite en Hongrie, c'était très bien accueilli qu'il y ait autant de personnalités françaises qui viennent en plus, aussi peu de temps. Alors, le Covid explique aussi un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de mois qui nous ont été volés pour organiser quoi que ce soit, donc il y a une certaine densité dans le calendrier qui s'explique aussi par le contexte. Maintenant, oui, le fait qu'il y ait toutes ces personnalités qui sont intéressées par la Hongrie, c'est une source de fierté en Hongrie. Et on est très content beaucoup de gens sont très contents que Viktor Orban se trouve de nouveaux alliés, en particulier en France, qui a souvent été un peu un angle mort pour la Hongrie. Donc en Hongrie, c'était plutôt bien accueilli à droite. À gauche, ils ont été assez discrets, assez silencieux là-dessus, avec des critiques assez basiques, mais il n'y a pas vraiment eu d'énormes scandales, on va dire, puisque même pour les gens de gauche en Hongrie, aussi, Marine Le Pen, Zemmour, etc., ce sont juste des gens de droite, même s'ils savent qu'à l'Ouest, on les appelle extrême droite. Par rapport au spectre hongrois, c'est des gens tout à fait ordinaires qui pourraient être des politiciens du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Maintenant, du point de vue de Viktor Orban, il a besoin d'alliés. Il a besoin d'alliés parce qu'il est sorti du PPE, donc le Parti populaire européen, qui est le groupe européen de centre-droit dans lequel il était avec son parti depuis une vingtaine d'années. Suite à un long conflit, parce que lui a tourné plus à droite pendant que le reste du PPE est parti plus à gauche, il a fini par y avoir une rupture. Et donc Viktor Orban maintenant est sans groupe parlementaire au Parlement européen, ce qui amoindrit sa marge de manœuvre. Et donc là, en ce moment, il y a tout un paquet de discussions entre différents partis patriotiques en Europe pour constituer un nouveau groupe ou du moins une alliance entre plusieurs groupes. On verra quelle forme prendra cette alliance, mais en tout cas, il y a une déclaration qui a déjà été faite, une déclaration d'intention au mois de juillet, entre 15 partis, dont le Rassemblement national et le Fidesz, entre autres. Donc on verra où est-ce que ça va les mener, mais Viktor Orban est en recherche active de partenaires et d'alliés, et il n'y a plus aucun tabou ou problème à travailler avec des gens qui sont étiquetés extrême droite en France, puisque on sait que c'est un qualificatif qui est complètement abusif. Dernière question, Ferenc Almasi. Donc, je rappelle, vous êtes rédacteur en chef du Visegrad Post, et c'est justement du Visegrad Post dont on va parler pour conclure cet entretien. Quel bilan vous dressez de ces années Visegrad Post, si vous deviez faire un bilan d'étape?
On voit que vous avez, encore une fois, vu de Bretagne, on voit votre rédaction qui s'étoffe, vos sujets qui s'étoffent, vos articles qui sont de plus en plus nombreux et percutants. Et on sait que vous êtes lu, y compris en haut lieu, dans les pays, notamment, enfin, dans les pays sur lesquels vous écrivez. Quel bilan, en tant que rédacteur en chef, vous dressez de cette expérience de presse alternative réussie, hein, il faut le dire, qu'est le Visegrad Post? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je suis assez optimiste et assez heureux de voir l'évolution. Évidemment, c'est un média que j'ai créé il y a maintenant 6 ans, grâce au soutien de TV Liberté au départ, dès le départ m'a soutenu, et puis quelques dons de lecteurs. Et petit à petit, oui, on a réussi à apporter à commencer à répondre aux problèmes que je voulais adresser, justement, qui était le manque d'informations sur cette région de l'Europe. C'est-à-dire qu'on vit dans un ensemble politique, quoi qu'on en pense, qui est l'Union européenne, qui fait qu'on a des choses en commun, malgré tout. Il y a un paquet de choses qui nous concernent tous dans l'Union européenne, que ce soit en France ou en Pologne ou en Hongrie. Et pourtant, on ne sait rien les uns des autres. Il y a beaucoup de problèmes de communication, de compréhension interculturelle. Et il y a évidemment la barrière de la langue, mais au-delà de ça, il y a aussi des vécus, des passés et des intérêts différents d'un pays à l'autre, et ça, on l'oublie assez facilement. Et face à cette incompréhension et face à la mainmise d'un bloc de médias progressistes qui impose sa grille de lecture idéologique sur les pays d'Europe centrale lorsqu'ils traitent l'information à l'Ouest, j'ai voulu faire ce média et j'ai été rejoint par une équipe formidable et on a commencé à travailler pour rien du tout jusqu'à pouvoir maintenant aujourd'hui au moins rémunérer notre travail et financer quelques reportages, etc. Et tout en gardant notre indépendance. Ça, c'est aussi une très grande fierté et un objectif depuis le départ. Donc, c'est évidemment difficile, mais on est motivé et ça se passe plutôt bien pour le moment, puisque notre travail est reconnu et, comme vous le disiez, on est lu notamment par des gens qui sont des décisionnaires. Et comme on est un média spécialisé, évidemment, on n'a pas vocation à toucher des millions de personnes, puisqu'on fait des analyses politiques sur une région particulière de l'Europe. Donc, c'est quelque chose de très spécifique. Mais on essaye vraiment d'apporter aux gens qui sont intéressés par cette région, que ce soit pour la politique, pour la recherche ou pour les affaires, de leur apporter des éléments de compréhension de fond et leur donner une image plus précise, plus juste. Et même si on assume, parce qu'on ne cherche pas à mentir aux lecteurs, nous, par rapport à nos confrères progressistes qui se vantent toujours d'être objectifs, neutres, etc., ça n'a aucun sens. Un média politique ne peut pas être neutre. C'est à contresens. Donc, nous assumons d'avoir une orientation conservatrice, chrétienne, centre-européenne. Voilà, c'est les 3 piliers sur lesquels on construit notre média. Maintenant, on est lu par des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, mais qui apprécient aussi notre travail ou qui trouvent des informations et des points de vue intéressants, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi des gens voient les choses autrement. Et on est très content. C'est notre objectif. On ne cherche pas à faire du prosélytisme ou quoi que ce soit. On ne fait pas de propagande. On n'est pas des partis. On n'est pas un média de parti. On ne cherche pas à faire la publicité ni de Viktor Orban, ni de Morawiecki en Pologne, etc. Ça ne nous intéresse pas. Et on tient à notre indépendance. Et je crois que ça se voit et que c'est une des clés de notre réussite. Karine Chalmasy, merci pour cet entretien. Merci à vous.